Bonjour à tous, bonjour les amis. Cette vidéo est la quatrième d'une série intitulée Initiation au non-travail du sol. Alors si vous avez raté les trois premières, vous pouvez vous rattraper en cliquant sur le logo de la chaîne, en cliquant ensuite sur les playlists et en ouvrant la playlist intitulée Initiation au non-travail du sol. Alors j'avais abordé dans la première vidéo des notions générales comme le travail contre le sol, le travail avec le sol et le travail hors sol, avec un système de protection plus ou moins important, c'est-à-dire un système plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé. Dans la deuxième vidéo, on regardait un peu comment transiter vers un système de non-travail du sol, alors soit directement d'un système non travaillé comme une pelouse, ou alors d'un système déjà travaillé, et dans ce cas-là, on risquait de rencontrer un problème qui est le compactage. Et puis dans la troisième vidéo, on voyait comment connecter nos plantes au système du sol avec les bonnes et les mauvaises surprises. Et dans cette vidéo, on va aborder la notion de l'aération du sol. Alors c'est un sujet particulièrement vaste, on pourrait le fouiller pendant des heures, mais je vais me contenter de faire simple, c'est-à-dire d'essayer de partager la vision que j'ai moi de ce problème que tout jardinier amateur se pose lorsque il veut amener de la fertilité pour faire pousser ses légumes. Et en fait, comme je l'ai déjà indiqué dans les premières vidéos, eh bien on va faire avec le sol, c'est-à-dire en s'inspirant du fonctionnement du végétal. Le cycle du végétal, on a des plantes qui poussent, qui vont se reproduire et qui vont mourir en partie ou en totalité, et ce qui crée une redéposition sur le sol de matière organique et ce qui enclenche le cycle de la fertilité. Alors du maintien de la fertilité du sol, voire de l'amélioration de la fertilité du sol. On le voit sur nos légumes quand on les conserve comme ici des blettes qui sont montées à graines. Ça fait quand même de beaux spécimens. Elles sont à ce stade-là déjà fibreuses, mais comme ce sont des bisannuelles, lorsqu'elles auront fait leurs graines, elles sécheront et elles mourront. Elles vont retomber finalement au sol sous forme d'une espèce de paille. Donc, ce qui veut dire qu'en fin de cycle, les végétaux, quand ils retombent sur le sol, eh bien, ils ont un rapport carbone-azote très élevé. Alors, on parle souvent de matière carbonée ou de matière azotée, mais on devrait plutôt parler du rapport carbone-azote, puisqu'en fait, même dans des matières comme le gazon, on a quand même du carbone, simplement c'est le rapport qui est moins élevé. Dans le cas du gazon, ça va être autour de 10, alors que dans le cas de plantes qui arrivent en bout de cycle avant redéposition, on sera plutôt sur du 30 ou du 50. Alors dans le processus de restitution de la matière organique au sol, il y a aussi une question de saisonnalité, c'est-à-dire qu'on va voir que par exemple au printemps on va avoir un peu de redéposition, par exemple les fleurs, par exemple les pétales. Sous des grands arbres comme chez moi le cerisier, on peut avoir un tapis de pétales de fleurs, et puis ensuite on va voir les petits fruits avortés, des choses qui sont beaucoup moins carbonées que ce qu'on va avoir à l'automne, où là on va être sur la feuille morte, sur des fois des branchages, etc. Donc on est sur des choses beaucoup plus carbonées et également en volume beaucoup plus important. Donc dans la nature, en fait, si on regarde le cycle du végétal, le cycle de redéposition fonctionne avec des matières hautement carbonées. Alors ce qui se dépose sur le sol ne nourrit pas directement nos plantes, il faut des intermédiaires, il faut tout simplement faire appel à la vie du sol. Alors la vie du sol, qui est également appelée pédofaune, qui est en fait tous les organismes vivants qui vivent sous le sol, qui vivent dans le sol, qui font tout leur cycle de vie dans le sol. Alors pour s'y retrouver, on peut classer en trois grandes catégories: les bactéries, les champignons et puis les autres
animaux comme les vers de terre, les colamboles, les acariens, etc. Et c'est cette vie du sol qui va finalement apporter les éléments minéraux nécessaires à nos plantes, hein, et également des services comme par exemple dans le cas des champignons où on peut avoir un échange de sucre contre par exemple de l'eau. Mais la vie du sol a aussi une autre fonction qui est celle de faire des réserves dans le sol, des réserves d'humus, hein, qu'on appelle aujourd'hui plutôt la matière organique du sol, et donc qui se mesure avec le taux de matière organique dans le sol. On peut voir ça un peu comme un frigo avec donc des réserves, hein. Et donc c'est une des autres fonctions de la vie du sol, justement, de pouvoir améliorer le taux de matière organique dans le sol. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'interdépendance et de synergie dans cette vie du sol. Par exemple, les champignons vont plutôt être des spécialistes de la lignine, de la cellulose, vont s'attaquer à des matières hautement carbonées. Et ensuite, eh bien, ce qu'ils auront produit, puisque finalement on a affaire à des décomposeurs, sera réingurgité par d'autres, comme par exemple par les vers de terre, qui eux-mêmes des fois réingurgitent ce qu'ils ont produit. Il y a donc comme ça des chaînes de vie qui sont à la fois simples et complexes. Toute cette vie du sol a besoin de manger. On peut visualiser ça comme toute la vie du sol autour d'une grande table, hein, longue, hein, où vous auriez d'un côté les plantes, hein, et puis de l'autre les champignons, et puis au milieu on trouverait les vers de terre, les colamboles, tout ça, et puis on aurait des bactéries un petit peu partout. Et tout le monde qui tape sur la table en disant j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Alors le problème c'est que c'est un peu comme dans certaines familles où il y en a qui mangent de la viande, d'autres qui sont véganes, d'autres encore qui ont des régimes spéciaux. Ici, eh bien, la vie du sol, ça va tourner autour de la matière organique plus ou moins carbonée. En fait, leur goût va être, ils vont se spécialiser. Par exemple, les champignons, ça va être sur des rapports carbone-azote élevés et beaucoup moins, par exemple, pour les vers de terre. Alors, dans le cycle du végétal sans intervention humaine, tout ce petit monde-là se porte bien et coopère et a suffisamment à manger. Le jardinier amateur, lui, va devoir, s'il veut cultiver ses légumes et s'inspirer de ce système, donc procéder par biomimétisme, eh bien, il va devoir nourrir tout le monde, il va devoir faire en sorte que son sol soit un sol vivant. Alors, la notion de sol vivant, je trouve un petit peu galvaudée parce que le sol est toujours plus ou moins vivant, c'est un peu comme le rapport carbone-azote. Il y a toujours un minimum de vie dans le sol, y compris lorsqu'on court-circuite complètement en amenant des engrais minéraux par exemple. Donc on ne donne rien à manger à la plupart des organismes de la vie du sol. On aura toujours des bactéries spécialisées, donc il y aura toujours un minimum de vie dans le sol. Donc la notion de sol vivant est à manier avec précaution, mais on veut ici, quand on parle de sol vivant, nourrir l'ensemble de la vie du sol. Alors on va prendre des exemples justement pour voir comment ça se passe quand l'homme intervient sur le système. On prend le cas de l'agriculture intensive moderne où on amène des engrais directement pour nourrir les plantes. Alors effectivement, on court-circuite une large partie de la vie du sol et ils n'ont rien à manger. Donc ils vont plus ou moins disparaître. Voilà. En plus, si on travaille le sol, on va en plus en éliminer également avec le travail du sol. Et donc finalement, on fait un peu du hors-sol, c'est-à-dire on utilise le sol, mais en coupant complètement toutes les chaînes de vie qui existaient précédemment. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on amène du compost, hein, comme moi je le faisais encore il y a quelques années? Eh bien en fait, avec le compost, hein, surtout s'il est bien décomposé, on aura nourri la vie du tas de compost, mais certainement pas la vie du sol. On a des matières, alors bon, tout dépend de l'état de décomposition du compost, mais on ne va pas nourrir beaucoup de vie du sol avec du compost. On va effectivement permettre l'alimentation des plantes, mais les champignons au bout de la table, là, ils regardent ça et ils se disent mais on n'a rien à becter. Si en plus on passe un petit coup de grelinette régulièrement, on peut être sûr que nos champignons, il ne va plus en rester beaucoup rapidement. Maintenant, prenons l'exemple inverse. Imaginons qu'on amène des matières hautement carbonées
comme par exemple des copeaux de bois. Alors au bout de la table, les champignons ils vont être à la fête, hein, ils vont se rassasier avec ça. Mais par contre, on va avoir tout un tas d'organismes qui, eux, vont ronger leurs freins, hein, comme par exemple les vers de terre. Bon, après, c'est un moindre mal parce qu'il y a peut-être une partie de la population qui va disparaître, mais à un moment donné, les champignons vont avoir fait le boulot et, euh, et puis les autres organismes vont avoir leur tour à manger. Alors ça se caractérise très nettement quand on enfouit cette matière organique dans le sol par ce qu'on appelle la fin d'azote. Et puis si on, comme moi, on l'amène en surface, dans ce cas-là, on aura un temps d'attente assez long avant que la matière elle disparaisse dans le sol. Hein, vous mettez un tronc d'arbre sur le sol, il faut revenir quelques années après. Bon d'accord, le sol aura fini par le manger, mais ça prend du temps. L'exemple du tronc de bois est un petit peu caricatural, mais ça nous montre quand même la capacité du sol à digérer sur le temps long des matières hautement carbonées. Et donc ça ne mettra pas en péril le système. Alors que si on n'amène pas justement ces matières carbonées en quantité importante, comme ça se fait dans le cycle du végétal, eh bien on va avoir réellement des problèmes. Des problèmes qui vont être la baisse du taux de matière organique dans le sol, c'est-à-dire qu'on vide le frigo, des pertes d'azote, c'est-à-dire de la pollution des nappes phréatiques, tout un tas de problèmes liés au déséquilibre avec des plantes qui sont trop nourries à l'azote et qui vont être plus fragiles, qui vont développer des maladies, qui vont être plus sensibles aux ravageurs, etc. etc. Donc on n'est pas dans un système performant si on oublie cette composante essentielle qui est l'apport de matière carbonée. Alors bon, j'avais un abonné qui m'avait posé des questions par rapport à ça, et je pense que là je réponds assez clairement sur ce point que pour moi l'apport de matière carbonée c'est un des éléments essentiels du système. Alors on verra dans une des prochaines vidéos de cette série ce qu'on peut amener comme matière organique hein, pour nourrir tout ce petit monde là qui est attablé autour de cette grande table, de façon à ce qu'ils puissent ensuite avoir le cœur à l'ouvrage, hein, parce que en fait c'est eux qui font le boulot à la place du jardinier quand on ne travaille pas le sol. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des réflexions ou des questions par rapport au sujet traité. Et puis, eh bien, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.